Bonjour à tous et bienvenue au point d'actualité d'octobre 2025. Cette présentation devrait durer entre 20 et 25 minutes environ. Le but de ce format est de vous donner les actualités essentielles de l'assurance maladie. Voici le sommaire de ce point d'actualité. La fin de la tolérance d'indemnisation des jours non prescrits, la prescription d'un arrêt de travail, les obligations du salarié lors d'un arrêt de travail, le nouveau plafond des indemnités journalières et le nouveau CERFA avis d'arrêt de travail sécurisé dématérialisé. Nous débutons donc ce point d'actualité par la fin de la tolérance d'indemnisation des jours non prescrits. Un rappel du Code de la sécurité sociale, article 321.1, qui ne permet pas l'indemnisation par l'assurance maladie des périodes non couvertes par un arrêt de travail. Jusqu'au 1er septembre 2024, une dérogation était appliquée. En fait, cette information, c'est un rappel, mais comme nous avons très souvent des questions sur ce sujet, nous avons souhaité l'aborder avec vous. Ce qui a changé depuis le 1er septembre 2024 est que l'assurance maladie harmonise le traitement des périodes non prescrites entre deux arrêts de travail pour les salariés, travailleurs indépendants et professions libérales. Il y a donc une fin de la dérogation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute période en jour calendaire sans prescription médicale, c'est-à-dire arrêt de travail, ne sont plus indemnisées. Cette règle s'appliquait déjà aux arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors, on va voir différents exemples pour que cela soit plus clair pour vous. Dans notre premier exemple, nous avons un arrêt initial qui a été prescrit du 13 au 15, puis un nouvel arrêt pour le même risque prescrit en prolongation pour la période du 18 au 21. Nous avons donc le 16 et le 17 qui ne sont pas prescrits par un arrêt. C'est une interruption de 2 jours calendaires. J'insiste volontairement sur le thème calendaire parce qu'en fait, peu importe que les jours non prescrits soient des jours de week-end ou des jours de semaine, cela ne change rien. Ce qui compte, vous allez le voir dans les exemples que l'on va vous détailler, c'est le nombre de jours d'interruption entre deux arrêts et si l'arrêt suivant est coché en initial ou en prolongation. Donc pour l'arrêt initial du 13 au 15, vous devez nous fournir une attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 12 et nous appliquerons les 3 jours de carence pour la période du 13 au 15. Nous ne verserons pas d'indemnité journalière pour la période du 16 au 17 puisque nous n'avons pas d'arrêt de travail couvrant cette période. Pour l'arrêt en prolongation du 18 au 21, du fait que l'interruption entre les deux arrêts n'est pas supérieure à 2 jours et que cet arrêt est prescrit en prolongation, vous n'avez pas besoin de nous transmettre une attestation de salaire. L'attestation sera reprise par l'attestation initiale du 13 au 15. Nous n'appliquerons pas de nouvelles carences pour la période du 18 au 20. Le versement reprendra donc à partir du 18 et vous verrez en cas de prolongation et de subrogation que vos bordereaux de paiement des journées du 16 et 17 apparaîtront en paiement à zéro. Dans ce deuxième exemple, nous avons un arrêt initial qui a été prescrit du 15 au 18, puis un nouvel arrêt pour le même risque prescrit en prolongation pour la période du 22 au 26. Nous avons donc le 19, 20 et 21 qui ne sont pas prescrits par un arrêt. Cette interruption est donc de 3 jours. Pour l'arrêt initial du 15 au 18, vous devez nous fournir une attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 14 et nous appliquerons les 3 jours de carence pour la période du 15 au 17. Nous ne verserons pas d'indemnité journalière pour la période du 19 au 20 puisque nous n'avons pas d'arrêt de travail couvrant cette période. Pour l'arrêt coché en prolongation du 22 au 26, du fait que l'interruption entre les deux arrêts est de 3 jours, vous devez nous transmettre une nouvelle attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 21. Puisqu'à partir du moment où une interruption entre deux arrêts de travail est d'au moins 3 jours, une nouvelle attestation de salaire doit être transmise. Nous appliquerons une nouvelle carence du 22 au 24 et les paiements reprendront à compter du 25. Dans ce troisième exemple, nous avons un arrêt initial qui a été prescrit du 13 au 15, puis un nouvel arrêt pour le même risque prescrit en initial pour la période du 18 au 21.
Nous avons donc le 16 et le 17 qui ne sont pas prescrits par un arrêt. Cette interruption n'est pas supérieure à 2 jours. Pour l'arrêt initial du 13 au 15, vous devez nous fournir une attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 12 et nous appliquerons les 3 jours de carence du 13 au 15. Nous ne verserons pas d'indemnité journalière pour la période du 16 au 17 puisque nous n'avons pas d'arrêt de travail couvrant cette période. Pour l'arrêt du 18 au 21, coché en initial, l'interruption entre les deux arrêts n'est pas supérieure à 2 jours, oui, mais l'arrêt est prescrit en initial. Vous devez dans ce cas nous transmettre une nouvelle attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 17. Une nouvelle carence sera appliquée pour la période du 18 au 20 et le versement reprendra donc à partir du 21. Dans ce dernier exemple, nous avons un arrêt initial qui a été prescrit du 15 au 18, puis un nouvel arrêt pour le même risque prescrit en initial pour la période du 22 au 26. Nous avons donc le 19, 20 et 21 qui ne sont pas prescrits par un arrêt. Cette interruption est donc de 3 jours. Pour l'arrêt initial du 15 au 18, vous devez nous fournir une attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 14 et nous appliquerons les jours de carence pour la période du 15 au 17. Nous ne verserons pas d'indemnité journalière pour la période du 19 au 21 puisque nous n'avons pas d'arrêt de travail couvrant cette période. Pour l'arrêt coché initial du 22 au 26, du fait que l'interruption entre les deux arrêts est de 3 jours, vous devez nous transmettre une nouvelle attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 21. Nous appliquerons une nouvelle carence du 22 au 24 et le versement des indemnités journalières reprendra à compter du 25. Donc, si vous devez retenir une règle, c'est la suivante. Lorsque la prescription de repos est cochée initiale, vous devez nous transmettre une attestation de salaire et une nouvelle carence sera appliquée. Un rappel sur la prescription d'un arrêt de travail. Donc, nous voulions vous faire un rappel sur la prescription d'un arrêt de travail. Aucun arrêt de travail ne peut être obtenu sans une consultation ou une téléconsultation avec un professionnel de santé. Un rappel sur le fait qu'en cas de téléconsultation, l'arrêt de travail ou le renouvellement d'arrêt de travail ne peut dépasser une durée de 3 jours, si le prescripteur n'est ni le médecin traitant, ni la sage-femme référente. Donc, la liste des professionnels de santé pouvant prescrire un arrêt de travail est la suivante. Un médecin généraliste ou remplaçant, un médecin spécialiste, un médecin hospitalier, un médecin retraité, un chirurgien dentiste, un médecin scolaire, universitaire ou associatif et une sage-femme. Donc, une petite précision pour la sage-femme. La sage-femme peut prescrire des arrêts de travail aux femmes enceintes dans 2 situations. En cas de grossesse non pathologique, en cas d'interruption de grossesse par voie médicamenteuse dans la limite de 4 jours calendaires renouvelables une fois. Abordons maintenant les obligations de vos salariés lors d'un arrêt de travail. Vous les connaissez peut-être déjà, mais nous vous les présentons. Voici les obligations des salariés en cas d'arrêt de travail. C'est bien sûr transmettre son avis d'arrêt de travail à son organisme de sécurité sociale dans les 48 heures, respecter les heures de sortie autorisées par le médecin. Donc, les obligations sur les heures de sortie dépendent de la décision du médecin prescripteur, qui sont indiquées sur l'avis d'arrêt de travail. Soit le salarié n'est pas autorisé à sortir de son domicile parce que son état de santé ne le permet pas. Le salarié est autorisé à sortir, mais il doit tout de même être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures. Sur ces tranches horaires, il ne peut sortir que pour des soins ou des examens médicaux et il doit respecter ses horaires tous les jours de la semaine pendant toute la durée de son arrêt, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés. Ou enfin, le salarié est autorisé à sortir en toute liberté. Dans ce cas, le médecin doit justifier sa décision sur le volet 1 de l'avis d'arrêt de travail destiné au service médical de votre caisse d'assurance maladie. Les autres obligations en cas d'arrêt de travail, ce sont de se soumettre au contrôle organisé par la caisse primaire et par notre service médical, de s'abstenir de toute activité non autorisée,
et d'informer sans délai la Caisse de toute reprise d'activité intervenant avant la fin de l'arrêt de travail prescrit. Un point sur le nouveau plafond des indemnités journalières. Depuis le 1er avril 2025, nous avons eu une baisse du plafond des indemnités journalières de la sécurité sociale. C'est la mise en application du décret du 20 février 2025. Donc, le plafond est passé de 1,4 fois le SMIC à 1,4 fois le SMIC. L'impact n'est donc que le montant maximum de l'indemnité journalière est revu à la baisse. Nous étions à 53,31 €. Aujourd'hui, il est de 41,47 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les arrêts de travail initiaux sont concernés par ce décret. Les prolongations au-delà du 1er avril restent sur le plafond à 53,31 €. Alors, juste une précision concernant une rechute d'un arrêt de travail en lien avec une affection de longue durée. L'indemnité journalière ne pouvant pas être inférieure à la première indemnité journalière versée, le montant restera inchangé. Et dans ce cas, le montant peut donc être supérieur au nouveau plafond. Par exemple, un arrêt de travail du 30 décembre en rapport avec une affection de longue durée. Il s'agit d'un premier arrêt en lien avec cette affection de longue durée et dont le montant maximum de l'indemnité journalière est de 53,31 €. Donc, un nouvel arrêt de travail en mai 2025 avec l'affection de longue durée, le montant de l'indemnité journalière reste de 53,31 €. Dernière partie que nous allons aborder, c'est l'avis d'arrêt de travail sécurisé, dématérialisé. Donc, nous voulions vous informer que le nouveau formulaire CERFA avis d'arrêt de travail sécurisé est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2025. Ce nouveau formulaire a pour objectif de renforcer la lutte contre la fraude grâce à des éléments intégrés. Ce nouveau formulaire, vous en tant qu'employeur, le volet 3 qui vous est destiné ne comporte pas les visuels de sécurisation. Vous ne pouvez pas refuser un arrêt de travail à partir du moment où il est prescrit sur un document certifié par la caisse primaire. Donc, le but, c'est donc, on a dit, renforcer la lutte contre la fraude grâce à des éléments intégrés qui sont sur les volets 1 et 2 destinés à la caisse primaire. Donc, vous ne pouvez pas refuser l'arrêt de travail, mais vous pouvez, comme aujourd'hui, contacter l'assurance maladie pour signaler un doute ou demander des précisions. Alors, nous vous rappelons l'ensemble des canaux d'information à votre disposition, le numéro de téléphone pour joindre Net Entreprise au 0806 800 700 ainsi que leur guide de formation. Sachez également que pour vous aider et vous guider dans vos démarches, vous pouvez vous rendre sur le site de l'assurance maladie qui est amélie.fr dans la rubrique entreprise, le 36 79 qui est le numéro de téléphone unique de l'assurance maladie dédié aux employeurs pour le suivi de votre dossier. Et nous vous communiquons également l'adresse mail pour nous joindre qui est téléservice au pluriel -du6 employeur au pluriel .cpm-du6 lyon assurance-du6 maladie.fr. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Nous vous remercions d'y avoir participé. Nous vous souhaitons à tous une belle journée. Au revoir et à bientôt pour une prochaine information.